messieurs, bonsoir. C'était il y a 40 ans et c'était presque hier. Nombreux en effet furent aujourd'hui les témoins directs de cet appel du 18 juin 40 à participer à une commémoration assez prestigieuse. Les images qui défilent derrière moi sont celles de la cérémonie qui vient de s'achever au Mont Valérien en présence du chef de l'État. Des cérémonies également à Londres. Une délégation de 300 anciens résistants était là-bas ce matin au numéro 4 de Carlton Gardens, là où le général de Gaulle avait son bureau. Les compagnons de la Libération, eux, étaient reçus à déjeuner par Jacques Chirac à l'hôtel de Ville. Et puis cet après-midi, Valéry Giscard d'Estaing prononçait un discours devant la Sorbonne, discours à l'occasion duquel il a raconté des souvenirs personnels il y a 40 ans. Il a en effet pu entendre directement cet appel dont peu de Français ont eu connaissance immédiatement. Et puis, il a fait une conclusion, disons, plus politique. En 1965, pendant l'heure d'entretien que le général de Gaulle accordait chaque semaine à son ministre des Finances et qui s'achevait chaque fois sur d'autres considérations que l'examen des perspectives budgétaires ou monétaires, je me suis permis de lui demander: mon général, vous conduisez actuellement une action politique évidemment différente de la lutte pour la libération. Lorsque vous pensez à ce que l'histoire retiendra de ce que vous faites, quelle est la période que vous souhaitez qu'elle retienne? Je veux dire, quelle est celle que vous préférez qu'elle retienne? Le général de Gaulle m'a fixé de son regard appuyé et m'a répondu: évidemment, la période de la guerre. Il n'y a aucun doute, sachez-le, c'est la seule période qui compte pour moi. Ce qu'il y avait à faire alors en valait la peine. Jugement qui ne rend pas compte de l'action qu'il a conduite depuis et qui a rendu à la France dignité et autorité, mais expression de sa préférence profonde pour le moment où il incarnait le destin français et où sa voix, sans gouvernement, sans administration, sans armée, suffisait à faire d'un peuple qui s'était abandonné et qui était à l'abandon un peuple en qui montait lentement et douloureusement la certitude de la victoire. Le copain, il y a beaucoup de choses à dire sur cette commémoration. D'abord, ce goût particulier des Français et de leur classe politique à l'histoire, ce retour permanent à l'histoire. Mais oui, on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas là une sorte d'élément quasi permanent du tempérament des Français qui aiment bien remonter à leurs sources, peut-être pour retrouver leur unité, jusqu'à nos fameux ancêtres les Gaulois. Et même si les Français sont aussi divisés que ces Gaulois, ils ne sont jamais aussi uniques autour de Vercingétorix. Mais il y a sans doute des raisons beaucoup plus actuelles. Et dans un monde que l'évolution technologique et l'évolution des mœurs rend de plus en plus imprévisible, le retour vers l'histoire, le retour vers le passé, c'est aussi le retour vers les certitudes. Et dans un monde qui est rendu de plus en plus dangereux par les crises de toute nature, économiques, énergétiques et militaires, le retour vers l'histoire, c'est aussi peut-être le retour vers de nouvelles raisons d'espoir. Et puis 10 ans après la mort du général, un petit peu comme symbolise ce dessin de Gus qui va venir sur l'antenne, il y a ce goût particulier de toute la classe politique à s'approprier un petit peu le général de Gaulle. Eh bien oui, le général de Gaulle, c'est quand même notre dernière aventure historique, une aventure sur la lancée de laquelle nous continuons à vivre. Monsieur Gaston Pagelski, cet après-midi, au cours de la même cérémonie de la Sorbonne, confiait cette réflexion que lui faisait le général de Gaulle: vous verrez, après ma mort, ils seront tous gaullistes. Cette prophétie en termes de boutade tend à se réaliser, surtout dans cette longue période préélectorale. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que ce que l'on appelait l'héritage politique du général de Gaulle, c'est-à-dire les institutions, l'indépendance de la France et la défense nationale, ne sont plus ouvertement contestées par aucun des grands partis politiques, ce qui donne peut-être l'impression même que le monde politique est finalement plus gaulliste encore que l'opinion publique. Oui, c'est ce que nous révélait un récent sondage de VSD, en effet. 25% des Français déclaraient gaullistes. Alors pourquoi particulièrement le 18 juin, là il y a un symbole très particulier? Mais oui, le 18 juin, c'est quand même la date la plus importante du gaullisme. Ce n'est pas seulement parce que c'est le début de cette aventure
aventure qui est ensuite devenue historique, mais c'est surtout parce que cette date marque l'insertion du gaullisme dans l'histoire de France, et c'est le fondement même de cette légitimité à laquelle le général de Gaulle se référait souvent. Et je pense que ce 40e anniversaire de cette date du 18 juin, qu'il s'agit de commémorations qui se déroulent dans la dignité ou qu'il s'agisse de petites querelles politiques, marque la reconnaissance du monde politique à l'égard de cette légitimité qu'on pourrait baptiser une légitimité des profondeurs. Mais le débat n'est pas pour autant, je crois, clos entre ceux pour qui désormais le général de Gaulle appartient à l'histoire et peut-être seulement à l'histoire, et ceux pour qui le présent et l'avenir doivent être marqués par cette histoire. Oui, j'ajoute qu'à 23h25, Antenne 2 retransmettra les cérémonies du Champ de Mars et de Chaillot, un grand son et lumière que nous commenterons donc pendant une vingtaine de minutes sur la fin de cette cérémonie. J'ajoute aussi que ce matin, le président de la République a proposé en Conseil des ministres de conférer la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur à Geoffroy Chaudron de Courcelles, qui fut, vous le savez, l'aide de camp du général de Gaulle à Londres. Au cours de ce même Conseil des ministres, on a décidé d'augmenter les pensions de retraite de 6,4% au 1er juillet. Depuis 6 ans, le pouvoir d'achat des retraités a ainsi progressé de 25% par an, a dit le ministre de la Santé, Jacques Barrot. Les ministres ont aussi décidé de poursuivre l'action contre toutes les formes de discrimination professionnelle, directe ou indirecte, notamment les discriminations hommes-femmes. Enfin, le président s'est félicité de ce que le Conseil européen soit revenu à sa vocation propre et que l'Europe ait affirmé son rôle dans les affaires du monde. Eh bien, parlons précisément de l'Europe à travers les incidents de la frontière franco-espagnole. Le blocus des camions ibériques se poursuit, aucun véhicule ne peut passer, ce qui donne des queues assez impressionnantes. Et nous allons maintenant essayer de nous attacher à vous présenter le problème soulevé par les agriculteurs français de la manière la plus complète possible, à commencer d'abord par ce reportage tourné aujourd'hui sur place par Jean-Loup Calmejean. Quand ils nous mis les camions sur les routes, il y en a un là, par un monsieur là, qui a été vidé je ne sais pas combien de fois en 2 ans, et alors, c'est quand même assez grave à force. Hein. Bon, les gars ont leurs problèmes, on le sait, tout le monde le sait. L'agriculture a des problèmes, ça fait 20 ans qu'ils ont des problèmes. Mais nous aussi on en a. Hein. Comme leurs homologues espagnols, les transporteurs français ont eux aussi tout bloqué dans la région de Perpignan. La gare routière et le marché international Saint-Charles étaient aujourd'hui vides. D'habitude, entre 1500 et 2000 tonnes de fruits et légumes sont commercialisés et distribués à partir d'ici, soit 50% des produits agricoles espagnols qui entrent en France. Y a-t-il encore aujourd'hui des pommes de terre et des tomates venant d'Espagne et destinées au marché français? Non, certainement pas. Les pommes de terre n'entrent plus depuis le 10 mai et les tomates n'entrent plus depuis le 16 mai. Ce sont des produits qui peuvent passer actuellement en transit en territoire français, mais à destination des autres marchés de la communauté économique européenne. Alors finalement, qu'importez-vous? Mais actuellement, nous importons des produits tels que les pastèques, le citron, enfin tout produit qui ne peuvent absolument pas gêner les productions françaises actuelles. Si chaque fois que les professionnels, contrôlant bien le secteur qui est le leur, prévoient des crises et préviennent les ministères, il faudrait qu'ils soient écoutés et entendus. Je pense qu'il incombe aux autorités de réunir en concertation les parties intéressées, agriculteurs et secteur commercial, de façon à ce que nous dégagions ensemble des solutions valables. C'est ça l'efficacité. Ce que ne comprennent pas les producteurs français, c'est le non-respect par certains pays européens de la préférence communautaire. En effet, l'Allemagne et l'Angleterre, par exemple, qui ne produisent pas actuellement de tomates, devraient logiquement s'approvisionner dans un des 9 pays de la communauté. C'est cela la règle de la préférence communautaire. Or, ils ont tendance à acheter ces produits plutôt en Espagne qu'en France, où pourtant il y a une forte surproduction actuellement. Nous faisons d'énormes efforts sur l'exportation et ce sont des tomates qui passent sous notre nez et qui vont essayer d'alimenter les marchés communautaires dont nous sommes fournisseurs nous-mêmes. Donc on ne peut réagir que violemment. Ce sont des marchés pris par des concurrents qui ne sont pas la communauté, donc on excuse un peu les réactions de certains producteurs qui s'en prennent à ces camions espagnols. C'est tout à fait logique. Nous sommes des producteurs de la communauté, les consommateurs de la communauté doivent s'approvisionner d'abord de la communauté et non sur le marché étranger, espagnol ou bulgare et des pays tiers. Et pourquoi tous ces pays communautaires achètent plutôt en Espagne qu'en France? Ben, je suppose que c'est d'abord moins cher et puis que les engagements pris vis-à-vis de la communauté ne sont pas tenus, tout simplement. En attendant, la situation est bloquée aux frontières et la principale préoccupation des routiers consistait aujourd'hui à refroidir les camions transportant des produits qui risquaient à tout instant d'exploser avec les fortes chaleurs.
Alors pour mieux comprendre la colère des agriculteurs français, je vous propose de suivre Bruno Albin dans une petite exploitation des Pyrénées-Orientales. C'est là où l'on voit mieux le désarroi des paysans à qui l'on avait demandé il y a quelques années d'arracher leurs pieds de vigne pour les remplacer précisément par des plants de tomates. Les serres de culture, cela fait partie du paysage dans les Pyrénées-Orientales et on y travaille toute l'année, l'hiver pour la laitue, au printemps et en été pour la tomate. C'est l'outil de travail numéro 1, mais un outil qui coûte cher. Ici, pour 2,5 hectares, il a fallu investir 90 francs au mètre carré, mais il y a 7 ans, on encourageait les paysans à se lancer dans la culture spécialisée de ce genre, à coût de subvention d'État. Et puis, il faut du personnel, 40% plus cher qu'en Espagne, où tout le reste est meilleur marché. Alors, à Perpignan, malgré des efforts exemplaires pour produire au plus juste prix, le kilo de tomates revient à 2,15 francs en moyenne. On ne le vend qu'1,30 franc au marché, et les producteurs y perdent leur latin. On s'aperçoit que malgré cette organisation, si les importations rentrent tous azimuts sur le marché français, on ne peut plus rien faire. Tous azimuts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Espagne qui... Non, il n'y a pas que l'Espagne, il y a la Grèce, il y a la Roumanie, il y a tout ce qu'on peut. C'est-à-dire que quand vous vous attaquez à des camions espagnols, il n'y a pas que l'Espagne qui... Il n'y a pas que l'Espagne qui visait, bien sûr. Ce matin à Perpignan, on a travaillé comme tous les jours chez les sous-traitants, chez ceux qui constituent le premier échelon du circuit qui conduit la tomate sur la table du consommateur, chez les expéditeurs. On a travaillé mais sans enthousiasme. Pas une de ces cagettes n'a quitté la région et les expéditeurs se retrouvent bon gré mal gré dans la même barque que les producteurs, pour lesquels ils sont d'ailleurs plutôt compréhensifs. Actuellement, la production gloussonnière du département va être en attente de départ. Nous ne savons pas comment nous pouvons arriver à la faire partir et quand est-ce que nous pourrons la faire partir. Nous sommes des expéditeurs et nous travaillons les produits du Roussillon uniquement, dont nous sommes aux côtés des producteurs pour essayer d'améliorer toutes ces situations et pour essayer de vivre comme tout le monde et de pouvoir travailler dans des conditions beaucoup plus honorables que celles que nous avons actuellement. Depuis le 1er janvier dernier, nous avons utilisé tous les moyens qui sont à notre disposition pour alerter les pouvoirs publics et pour justement avec eux essayer d'arriver au drame que nous vivons aujourd'hui. Rien n'a été fait, absolument rien n'a été fait, et donc par conséquent on peut s'attendre à n'importe quoi de la part des agriculteurs, car nous sommes tous au bord de la faillite, et donc aller en prison pour une chose ou pour une autre, ça n'a aucune importance pour les agriculteurs. Ce pays était il n'y a pas si longtemps un pays où la vigne régnait sans partage. Pour éviter de connaître de mauvaises surprises, on a diversifié la production et les serres ont surgi à côté des vignes. Le comble au fond, c'est de voir que ce coin de terre catalane connaît aujourd'hui le même sort que le reste de tout le Midi. Il faut comprendre l'agriculteur qui a arraché une vigne pour mettre des serres et un investissement très lourd sur une parcelle de terrain. Est-ce que maintenant que nous sommes en pleine presque euphorie de production, on ne va pas lui redonner des primes sur des serres qu'il vient de construire pour les démolir? Encore une semaine d'action à l'EDF, mais cette fois-ci sans coupure de courant. Elle commence aujourd'hui et s'achèvera le 25 juin pour protester contre les sanctions infligées par la direction à des représentants du personnel, de la CGT et de la CFDT. L'escalade des taux d'intérêt du crédit sera encore plus chère pendant l'été, mais les organismes prêteurs s'engagent à faire preuve de modération. Il serait temps, car on atteint, Philippe Sassier, maintenant des records, des sommets épouvantables. Oui, c'est une flambée d'ailleurs que l'on connaît dans le monde entier. Avant de passer aux explications, regardez ce tableau. Les prêts personnels, vous savez, ce sont les prêts qu'on peut demander à son banquier pour une période de moins de 2 ans si on veut acheter une automobile ou si on a une fin de mois un petit peu difficile. En 1970, vous trouviez des taux de 12 à 14%. 5 ans après, en 1975, ces taux étaient passés de 16 à 21%. Ce sont des fourchettes. Enfin, en 1980, actuellement, vous les trouvez entre 17 et 22,6%, encore plus s'il s'agit d'établissements spécialisés. Voyez-vous, entre ces deux taux, en l'espace de 10 ans, ça a pratiquement doublé. On va voir maintenant, si vous le voulez bien, les taux des crédits acquéreurs pour un logement. En 1970, vous empruntiez 10 000 francs, c'est-à-dire 1 million de centimes sur 15 ans, vous remboursiez 120 francs par mois. Toujours 5 ans après, toujours pour ces 10 000 francs, ce million de centimes, toujours sur 15 ans, 140 francs. Et actuellement, eh bien, ce même crédit,
vous entraîne une charge de remboursement de 155 francs par mois. Il y a là une augmentation de 30%. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il se passe? Bien, il y a une augmentation du taux de l'argent, c'est-à-dire la matière première que les banquiers achètent, et cela vous amène à avoir des taux beaucoup plus chers. Deuxièmement, il y a une augmentation du taux de l'usure. Ce taux de l'usure détermine le crédit pour votre automobile, votre réfrigérateur, votre machine à laver, etc. Or, ce taux de l'usure va passer à 28%. Il était d'un peu plus de 17% en 1973. Et justement, le ministre de l'économie a demandé aux créditeurs, aux organismes de crédit, de se modérer un petit peu cet été, ce qui fait qu'il y aura probablement des tensions sur les taux, mais pas de trop fortes hausses. En tout cas, un conseil, regardez bien avant d'emprunter et comparez bien les différents taux. En tout cas, si vous voulez acheter une voiture, cette hausse des taux du crédit vous coûtera quand même moins cher que la mésaventure qui est arrivée à un habitant de Strasbourg qui voulait acheter un super véhicule et qui s'est retrouvé en fait avec une voiture qualifiée de partiellement pourrie par un expert, ce qui a valu au vendeur 4 mois de prison et 13 000 francs de dommages et intérêts. Alain Valentini vous raconte l'histoire. Le trafiquant de Strasbourg avait acheté une vieille Mercedes à essence en Allemagne, une voiture qui ne pouvait plus rouler selon les normes allemandes, pour la revendre en France comme ayant parcouru 47 000 km et étant une diesel, une pratique qui est assez courante d'après la Chambre de consommation d'Alsace. Alors, deux pièges sont à éviter quand vous achetez une voiture d'occasion. Le compteur trafiqué d'abord, depuis un décret d'octobre 78, en application depuis janvier 79, il est bien sûr interdit de remettre le compteur à zéro. Si le consommateur s'en aperçoit, eh bien il peut intenter une action dommage-intérêt devant le tribunal de grande instance si le litige porte sur une somme supérieure à 10 000 francs, tribunal d'instance si le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 francs. Le consommateur peut aussi alerter le service départemental de la répression des fraudes ou bien alors tout simplement déposer une plainte devant le procureur de la République. Deuxième problème, qui est l'objet du trafic, la date de naissance du véhicule. Il peut s'écouler en effet plusieurs mois entre la date de sortie d'usine et la date de première mise en circulation du véhicule. Par ailleurs, la carte grise qui peut être trafiquée n'est pas toujours une preuve. Alors plusieurs associations de consommateurs, l'UFC en particulier, réclament d'une part que seule la date de sortie d'usine soit prise en compte, c'est celle qui est inscrite dans le moteur et que bien sûr on ne peut trafiquer, et d'autre part que soit généralisé le fameux compteur à 6 chiffres, scellé au départ par le fabricant de voitures, compteur bien sûr qui ne revient pas à zéro à 99 999 km. L'affaire Dominati, une réaction de Jean-Marie Le Pen qui stigmatise, je cite, la haineuse manifestation des politiciens gaullistes à l'égard de l'Algérie française qu'ils ont trahi, eux, après l'avoir parjuré. L'actualité à l'étranger, maintenant, on rappelle l'ambassadeur de France au Libéria. Je vous rappelle que les autorités de Monrovia n'ont pas apprécié que l'ambassadeur ait abrité le fils de l'ancien président Tolbert. Les émeutes du Cap, cette nuit, au moins 36 morts et quelques 200 blessés au cours de violentes manifestations raciales dans les cités métisses de toute cette région méridionale de l'Afrique du Sud. La situation reste très tendue. On le compte, vous le voyez donc, les morts par dizaines, mais la police se refuse toujours à donner des chiffres officiels. Et puis, troisième point chaud en Afrique, peut-être encore plus dramatique parce que là-bas la violence est muette, l'Ouganda. Les images que vous allez maintenant voir nous ont été adressées par nos confrères de la BBC. Elles sont accusatrices pour l'ensemble du monde nanti. Maurice Werther. À l'hôpital catholique de Ceruti, tenu par les Pères de Vérone, on ne soigne pas seulement les enfants touchés par la famine, mais aussi ceux qui ont été touchés par des balles tirées pendant des batailles entre tribus rivales. Voilà ce qu'on voit, dit le reporter de la BBC, dans un pays ravagé non seulement par les calamités naturelles, mais par la folie des hommes. Plusieurs milliers d'affamés fuyant les régions où il n'y a rien à manger, où la famine est totale, à plus de 150 km d'ici, viennent dans l'espoir de recevoir des soins et des distributions de vivres. Des vivres venus de l'étranger, mais mal répartis et gâchés, dit aussi le reportage anglais, par les autorités ougandaises, plus soucieuses de se battre entre elles pour le pouvoir que de soulager la misère de leurs compatriotes. Les seuls qui sont en bonne forme et capables de se dépenser sous les yeux de spectateurs affaiblis par la faim sont des apprentis militaires engagés dans l'armée et que le gouvernement militaire de l'Ouganda a tout intérêt à soigner. Cela dit, il faut mettre à l'abri du pillage les secours reçus de l'étranger. Et quoi de plus sûr et de mieux gardé
que la prison locale qui abrite des stocks de maïs envoyés par les Américains. Les autorités locales essayent de se débarrasser des réfugiés de la faim. On leur promet au cours d'un meeting que s'ils rentrent chez eux, dans les 24 heures, on leur distribuera des vivres. Or, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'essence pour le transport. Mais ils sont si faibles qu'ils obéissent, faute d'avoir la force de se mettre en colère. Justice, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a sensiblement réduit la peine de Christina von Oppel, 5 ans de prison seulement et non pas le double comme il avait été jugé en première instance. Son compagnon Michael Karg est condamné à 16 ans de la même peine. Et puis l'affaire de Broglie, le Canard enchaîné révèle que le juge d'instruction aurait obtenu par des voies détournées les rapports de police sur les menaces contre Jean de Broglie. Paul Lefebvre. Je crois d'abord qu'il faut faire un peu de ménage dans les esprits en rappelant qu'il y a en quelque sorte deux procédures en parallèle dans cette affaire. D'abord une procédure parlementaire, c'est-à-dire la commission chargée d'examiner la demande de mise en accusation au cours de M. Poniatowski. Cette commission va auditionner d'ailleurs le juge Floch dans quelques jours pour lui poser d'ailleurs finalement les mêmes questions que la deuxième procédure, c'est la procédure judiciaire, celle qui est dirigée par M. André Chevalier, le président de la chambre d'accusation de Paris, qui enquête sur la mort du prince de Broglie. Alors c'est ce magistrat qui a interrogé le juge Floch qui lui a révélé par exemple, mais cet exemple est très significatif de l'atmosphère du dossier, que M. Jean Ducret, le directeur de la police judiciaire, le 20 décembre 1977, c'est-à-dire un an après le meurtre, ne lui avait pas parlé, lui avait caché en quelque sorte l'existence des rapports de police signalant avant l'attentat, avant le meurtre, les menaces de mort sur le prince de Broglie. Et que lui, le juge Floch, n'a pu en avoir connaissance de ces rapports qu'en interrogeant dans sa cellule de la santé un informateur, un indicateur, Albert Léris, qui lui a communiqué tous les renseignements en lui demandant surtout de le protéger. Alors en fait, pour résumer, il y a une opposition certaine entre les propos de M. Ducret, le directeur de la police judiciaire, et la déposition de M. Guy Floch. Si on en croit d'ailleurs cette déposition, il y a une véritable partie de cache-cache entre policiers et magistrats instructeurs. Partie de cache-cache qui explique peut-être que maintenant des pièces d'instruction, donc entre parenthèses des pièces confidentielles, se promènent dans les colonnes du Canard enchaîné. Décidément, l'affaire de Broglie sort de l'ordinaire. Sport maintenant, avec tout d'abord un résumé de ce beau match diffusé cet après-midi sur Antenne 2. Angleterre-Espagne, une rencontre qui s'est achevée sur la victoire assez spectaculaire de l'Angleterre par 2-1. Vous allez voir comment. Messieurs les Anglais tiraient les premiers, aussitôt dit, aussitôt fait, et sur un long centre venu de la droite, Wilkins remet la balle au centre pour Brooking qui fusille Yarconada. 1-0 pour l'Angleterre. Revoici ce but marqué à la 18e minute et qui permet aux Anglais de mener 1-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, les Espagnols égalisent sur pénalty par Dani à la 47e minute. 7 minutes plus tard, nouveau pénalty pour les Espagnols. Dani tire, mais regardez, il marque un temps d'arrêt dans sa course et l'arbitre fait retirer le pénalty. Alors Dani, cette fois, tire sur sa gauche, mais Clemens est bien parti et bloque. 61e minute sur corner de Brooking, McDermott reprend de volée, Arconada repousse, Woodcock reprend et marque le but de la victoire qui permet aux Anglais de conserver un petit espoir de disputer la finale pour la 3e place en cas de défaillance de l'Italie ou de la Belgique. Le classement de la Transat en tête toujours l'Américain Phil Well devant Jaworski, le Polonais, l'Américain Green, l'Anglais Keeg, Michael Birch qui remonte et le Belge Versluis et seulement après les Français, Olivier de Kersauzon, Alain Labbé, plus loin encore Pajot et Rigidel qui perdent donc du terrain. Course, on le voit, très disputée. Jeux Olympiques, les athlètes français, vous le savez, iront à Moscou, mais ne défileront pas sous l'uniforme français et seront soumis, avant de partir, à quelques contraintes que nous détaille maintenant Dominique Duvauchel. Les 120 ou 130 sélectionnés français ne défileront pas sous le sigle France, pas plus que sous le drapeau et avec l'hymne français, mais avec le sigle, l'hymne et le drapeau olympique. De plus, la délégation française ne participera ni à la cérémonie d'ouverture, ni à la cérémonie de clôture, pas plus qu'à toute réception officielle à Moscou. Dans quelques jours, chaque sélectionné recevra une lettre émanant de son comité qui lui fera 2 propositions. La première, une clause de conscience. Chaque sélectionné pourra refuser d'aller à Moscou pour des motifs politiques sans aucune conséquence pour la suite de sa carrière. Mais
s'il accepte d'aller à Moscou, il devra passer une sorte de contrat moral avec le comité olympique français et il s'engagera à n'avoir aucune attitude politique à Moscou, aucune protestation, aucune manifestation contre le régime soviétique. J'ai moi-même signé une pétition pour justement faire quelque chose contre les événements d'Afghanistan quand on serait sur place à Moscou. Si le CNOSF nous l'interdit, tant pis. De toute façon, j'allais pas à Moscou pour faire de la politique. C'est vrai qu'on est un peu les otages de la politique et d'un tas d'autres choses, puisque si on regarde de plus près dans les Jeux Olympiques, finalement, les athlètes, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose avec tous les intérêts qu'il y a autour. On est vraiment à la plus infime partie des Jeux Olympiques. Alors bon, on accepte ça si on veut aller aux Jeux Olympiques. Si on l'accepte pas, on reste chez soi. C'est une question de choix. Tennis, hécatombe française à Wimbledon dans les épreuves de qualification. Tulane, Gauvin, Chanfrot et Lecomte ont tous les 4 été battus. Et puis le monde du cyclisme en deuil. André Leduc est mort en effet ce matin à Marseille des suites d'un malaise. Il avait 76 ans et ce fut sans doute l'un des plus beaux champions cyclistes français. Une petite communication avant de vous donner nos rendez-vous de la soirée. Antenne 2 organise lundi 30 juin un magazine, un nouveau genre, une audition publique sur le problème de l'alcoolisme. Alors vous êtes tous invités à proposer vos témoignages et vos questions et vous serez peut-être choisis pour venir vous exprimer ce soir-là face à Jean Bernard, chargé d'un rapport sur cette drogue légale qu'est l'alcoolisme. Vous pouvez donc nous proposer vos candidatures. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Vincennes, vous allez les découvrir, le 14, le 19, le 7, le 17, le 10, le 20, le 12 et enfin le 4. J'espère que vous avez eu le temps de prendre note donc de ces pronostics de Pierrette Bresse. D'autres chiffres, ceux du loto, que vous allez découvrir aussi, le 7, le 11, le 22, le 36, le 40 et le 45 avec comme numéro complémentaire le 1. Enfin, la météo, pour terminer, les températures sont restées très basses pour la saison. Il y a quand même eu un bon soleil sur le midi. Demain, peu de changements dans cette température, mais le temps sera assez ensoleillé, à prévoir quand même des pluies sur l'est et le nord-est dans la soirée, et puis de forts vents d'ouest sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Paul Amar à 23h45, Patrick Lecoq 13h plus tard, tout juste à 12h45 demain. À demain quant à nous 20h. Merci à tous et bonsoir. N'oubliez pas le tout dernier rendez-vous vers 23h25 juste avant